Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau des experts basket pour la dernière émission de cette saison avec Ali Traoré. Bonsoir Ali. Bonsoir. Beaucoup de choses à dire et évidemment débriefer ce match 5 des finales qui n'a pas souri à Monaco. Oui, malheureusement, malgré un match de très grande qualité, avec beaucoup de suspense, malheureusement, ça n'a pas tourné à l'avantage de Monaco. On reprend le fil du match tout de suite. C'est un match qui a démarré un petit peu difficilement pour la Roca Team, qui a mis bien 15 minutes avant de rentrer dans la rencontre. La faute à quoi, d'après vous? Pour moi, déjà, le match se perd là. Malheureusement, le match est perdu là, à ce moment-là, parce que Monaco, la faute à quoi? Je ne sais pas. Peut-être un manque de concentration, un manque d'énergie aussi. On sait que jouer face à Paris, ça demande énormément de concentration, énormément d'énergie, notamment pour bloquer le jeu de transition parisien. Malheureusement, sur le premier quart-temps, les Parisiens ont couru comme ils voulaient et ils ont marqué beaucoup de paniers en contre-attaque et voilà, Monaco n'était pas du tout dans le match. Il y a eu des problèmes de faute une fois de plus du côté de Monaco, oui, avec 3 joueurs clés très vite sanctionnés par 2 fautes, Strazel, Diallo et Tarpé. Forcément, quand on a 2 fautes dans le premier quart-temps et très vite dans le premier quart-temps, on fait un peu plus attention. Oui, c'est problématique, surtout que ce sont, vous me souhaitez, les 3 meilleurs défenseurs de l'effectif. En sachant que pour gagner un match à l'extérieur, j'ai encore envie de dire de niveau Euroleague, il faut défendre. Les 3 meilleurs défenseurs ont été sanctionnés très rapidement. Donc effectivement, à ce niveau-là, l'arbitrage a été très défavorable à Monaco. Dans le dur, dans le mal, Monaco a su revenir quand même avec un 13-2 dans le deuxième quart-temps qui permet à cette Roca Team de virer à la mi-temps à seulement 4 points de retard de Paris. Ouais. Ça part d'où ce run-là? Est-ce qu'ils ont su justement régler leur intensité par rapport oui, là, il y a eu un... Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu 2-3 gifs qui se sont perdus pendant un temps mort. Mais clairement, l'intensité n'était plus la même défensivement. On voyait les déplacements beaucoup plus contestés. Les joueurs revenaient beaucoup plus en contre-attaque. Le rebond était mieux contrôlé. Le rebond offensif aurait été un problème pendant toute cette série. Et après, en attaque, il y a eu une belle adresse avec de l'alternance de jeu. Beaucoup de passes, le ballon a bien circulé, des shoots ouverts qui ont été mis par les joueurs. La défense s'est mise au niveau. Et puis, comme sur les matchs 3 et 4, on a vu un Paris qui commençait à devenir... un petit peu en difficulté sur ses attaques. TJ Shorts, Nadir Hiffi n'arrivait plus à trouver les shoots. Ça a continué dans le troisième quart-temps. Monaco a pris l'avantage très nettement avec un +8 à l'entrée du dernier quart. À ce moment-là, toute l'Adidas Arena était vraiment très inquiète, à juste titre, parce que à ce moment-là, à l'entrée du dernier quart-temps, on se disait que c'était quand même compliqué pour Monaco de laisser passer ce match. Ouais. Et pourtant, Paris est revenu. À l'inverse de la salle Gaston Médecin, il y avait la clim à Paris à ce moment-là. Exactement. Tout le monde était un peu tétanisé. Les joueurs de Paris étaient un petit peu choqués aussi, j'imagine. Mais voilà, il y a eu un sursaut qui est venu de leur leader, TJ Shorts, qui finalement a réussi à avoir la clé de la défense monégasque. Et aussi, l'adresse de Paris était en berne sur ce troisième quart-temps. Bon, sur le quatrième quart-temps, finalement, l'adresse est revenue. L'adresse est revenue et vous parliez de TJ Shorts. Évidemment, il faut en parler de cet homme avec une âme de champion, tout simplement. Il a des stats exceptionnelles. 27 points, 10 passes, 7 rebonds sur un match décisif de finale. C'est tout simplement excellent. Et surtout, 11 points dans le dernier quart-temps à force de détermination. Parce que Paris était complètement étouffé et il a su prendre le jeu à son compte et tout simplement mener les offensives parisiennes. Paris a inscrit un 26-12 dans le dernier quart-temps face à Monaco. Oui, bien sûr, c'est un leader, c'est le MVP. Je pense qu'il a gagné le MVP dans toutes les compétitions qu'il a jouées, sauf l'Euroleague. Il a mis des très très gros shoots. Mais au-delà de TJ Shorts, j'ai envie de noter aussi le mental de Nadir Hiffi, qui a été plutôt mauvais. Pas au premier quart-temps, mais après. Et qui a mis un shoot mais absolument monstrueux à 3 points pour passer devant et égaliser, je n'ai plus en tête. Donc oui, c'est une équipe qui a de la ressource, Paris, comme l'a dit Yaouba Ouattara, qui a fait un très très bon match. C'est une équipe très très soudée et voilà, dans la difficulté, ils ont su trouver des solutions pour gagner ce match. Et à l'inverse, pendant cette série, c'est Monaco qui d'un coup s'est mis à douter, qui tout à coup s'est mis même à déjouer. Est-ce qu'il y a une augmentation de l'intensité défensive sur les extérieurs du côté de Paris? Oui, clairement. Monaco, finalement, sur le quatrième quart-temps, vous avez dit, a marqué que 12 points. C'était plus pareil. L'intensité défensive était montée. On voyait plus, justement, le jeu de passe très léché qu'on a pu voir sur le quart-temps 2 et 3.
Et voilà, Monaco n'arrivait plus à scorer. Et il y a eu beaucoup d'erreurs, des balles perdues vraiment dommageables. Et moi, j'ai encore le shoot de Jordan Lloyd en tête pour passer, pour égaliser, et qui ne rentre pas. Donc vraiment, là, pour le coup, je pense que Monaco a tout donné. Je pense que les joueurs vont vraiment tout donné. Et ils étaient KO, ils ont essayé de rattraper leur premier carton qui était mauvais. Et voilà, pour moi, le match se perd vraiment sur le premier carton et non sur le quatrième carton. Après, il y a une chose dans laquelle j'ai envie de parler, c'est le différentiel de lancers francs. 34 à 16, un truc comme ça. Oui, exactement, 34 à 16. 34 lancers francs à 16. Voilà, ça fait quand même 34 lancers francs shootés par Paris, ça fait beaucoup. Et 16, bon, voilà, je ne veux pas rentrer dans la polémique de l'arbitrage, mais ça fait mal sur un match 5. C'est surtout qu'on peut se dire que la philosophie des arbitres a changé sur ce match 5, contrairement aux 4 premiers matchs où ça allait très loin dans les contacts, avec des antisportives, avec des techniques, ça allait vraiment se chauffer au corps à corps. Et puis sur ce match 5, dès l'entame, Monaco, en tout cas les Monégasques, ont voulu être les agresseurs, de la même manière qu'ils ont été ces agresseurs sur les matchs 3 et 4, mais cette fois ça a été sifflé très vite, le moindre contact était sifflé. Ouais, je pense que c'est une consigne qui a été prise, parce que justement le match 3 et 4 ici à Monaco, on tournait au pugilat, c'était vraiment ça envoyait comme jamais, et malheureusement ça avantage Paris. Parce que moins Monaco est autorisé à jouer physique, plus Paris peut courir et être dans leur jeu tout feu tout flamme. Donc ouais, clairement c'est... Voilà, ce changement, comme vous l'avez dit, dans la façon de siffler, clairement a été au désavantage de Monaco. Bon, finalement, ce match 5, il est à l'image de cette série de finales, tout simplement. Monaco qui met du temps à démarrer, puis Monaco qui domine, et à la fin, voilà, ça se joue dans les 5 dernières minutes, d'un rien, finalement. Ouais, d'un rien. Et si on fait la conclusion de cette finale, est-ce que c'est logique pour vous que Paris, est-ce que c'est mérité que Paris remporte ce trophée? Alors, c'est mérité, oui, parce que pour le coup, Paris a très bien joué au basket et chapeau à eux, bravo. Après, est-ce que c'est logique? Non, parce que dans mon sens, Monaco reste une meilleure équipe, même s'il manquait Mike James, même s'il manquait Daniel Theis. Il y a quand même de quoi faire dans cet effectif monégasque. Et voilà, à la fin, ça fait une saison sans trophée pour Monaco. Donc malheureusement, alors il y a eu une finale de Final Four, mais une saison sans trophée pour Monaco, ça reste quand même un échec, il faut le dire. Alors que du côté de Paris, c'est le premier titre de champion de France, 7 ans seulement après la création du club. On a souvent parlé de l'ascension fulgurante de la Roca Team. Je crois que du côté de Paris, c'est pas mal non plus. Oui, c'est pas mal. Les grands et beaux marchés ont de l'avenir. Oui, clairement, Paris a fait une ascension de fou, mais maintenant, il y a le piège. Ils ont gagné des titres, ils ont tout goûté à l'Euroleague, etc., etc. Maintenant, ils vont se faire piller. Et maintenant, il va falloir refaire tout un effectif, repartir sur un nouveau cycle, en sachant que les autres équipes les attendent maintenant, c'est plus le petit poussé. J'attends de voir ce qui va se passer la saison prochaine pour Paris. Ouais, renouvellement de coach, renouvellement de stars, il va falloir tout reconstruire. Et voilà, c'est bien d'atteindre le sommet, mais il faut pouvoir y rester. Tout à fait. Tout l'art est dans la capacité à rester au sommet. On l'a dit, saison blanche du côté de Monaco. Si on est un petit peu taquin, si on est un petit peu vulgaire même, est-ce que ce ne serait pas la plus grande saison de loser de l'histoire du basket? On peut dire ça, parce que comme on l'a dit, il y a quand même la finale de l'Euroleague qui est là, c'était quand même quelque chose, voilà, à un carton d'être champion d'Europe. Et puis malheureusement, toutes ces finales perdues, trois finales perdues d'un rien. En vrai, c'est une belle saison de loser, il faut le dire. On va avoir des problèmes de dire ça, mais c'est une belle saison de loser. Belle, mais perdante. C'est tout le paradoxe de cette saison. Les prochaines, qu'elles soient moches et gagnantes. Ça me va très bien. Et il faut savoir gagner moche. Tout à fait. On va parler ensemble de cette saison prochaine, évidemment. Si on se projette sur la saison prochaine, on a déjà une certitude confirmée hier en conférence de presse, c'est Vassilis Spanoulis qu'on envoyait un temps à l'Olympiakos. Il a confirmé qu'il serait bien là l'an prochain. Il l'a dit, on reviendra plus fort et je serai là aussi pour revenir plus fort. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait qu'il y ait une certaine continuité avec Vassilis Spanoulis? C'est important, il arrive en cours de saison, donc moi je suis très intéressé de voir un Vassilis Spanoulis qui aura une pré-saison entière avec son équipe, qui aura pu faire son équipe aussi, et qui aura pu décider des joueurs qu'il veut pas. On a vu, il a fait des choix assez forts. Il y a certains joueurs qui n'ont plus vu le parquet depuis belle lurette. Donc ce sera intéressant de voir vraiment quelle est sa patte à lui. Et donc l'avoir dès le début de la saison prochaine sera très intéressant à décortiquer. On va faire une revue d'effectifs en parlant déjà des joueurs en fin de contrat. Mame Diaye, le meilleur pivot de la saison de la Roca Team,
est en fin de contrat, il s'en va, il prend la direction de Dubaï. Ouais. On a également Papagiannis, Georgios Papagiannis, qui avait signé une saison, qui était absent des derniers matchs des finales de Betclic. Donc on sait déjà que ces deux pivots-là ne seront pas là. Vous l'avez dit en parlant de joueurs qui n'ont plus vu le parquet depuis belle lurette, Donatas Motiejunas est complètement hors de forme. Il lui reste une année de contrat tout de même. Est-ce qu'on peut vraiment compter sur lui pour l'année prochaine? Ça va être une grande question. Daniel Theis, pareil, blessé, on n'en sait pas trop. Le club a du mal à communiquer sur lui, mais il reste aussi une année de contrat pour lui. En tout cas, à l'intérieur, il va falloir faire un gros chantier. Ouais, il y a un chantier, clairement. Bon, vous avez cité que des joueurs qui, à mon sens, ne seront pas là. Peut-être à part Daniel Theis. On verra s'il arrive à bien se soigner cet été. Ce serait bien de le garder. J'ai entendu parler d'une arrivée d'un très gros joueur, donc ça peut être intéressant aussi. Mais clairement, le chantier intérieur sera très intéressant à suivre. Et puis évidemment le dossier Mike James, comment ne pas évoquer le meneur américain qu'on a vu s'entraîner à New York pendant que son équipe, parce que c'est véritablement lui le leader de l'équipe, pendant que son équipe... C'était, oui, c'est vrai, peut-être qu'il faut désormais employer le passé. En tout cas, il s'entraînait à New York pendant que son équipe se battait pour le titre. Mike James est en contrat jusqu'en 2027. Tout à fait. Ali, est-ce qu'on n'a pas là un gros problème du côté de la Roca Team? Que faire avec Mike James? Ça peut être un gros problème parce que je pense qu'il n'a plus aucune envie de revenir à Monaco. Et donc, va falloir faire quelque chose par rapport à son contrat. J'imagine que lui, il veut le reste de son contrat. J'imagine que Monaco, dans le sens où Mike James décide de ne pas revenir, voudra ne pas payer son contrat. Donc là, on va partir sur un beau litige qui sera intéressant à suivre. Ça va faire un peu un feuilleton tel Dallas. Et finalement, on ne sait pas qui empêche Mike James de jouer dans l'équipe. Est-ce que c'est vraiment Mike James qui ne veut plus jouer? Est-ce que c'est la direction qui ne veut plus de Mike James? Ce point-là est vraiment nébuleux. On ne sait pas vraiment ce qui se passe entre eux. Est-ce qu'il est possible qu'une équipe rachète la fin du contrat de Mike James? Est-ce que ça peut se faire, on va dire, sans trop de dégâts, d'après vous? Non, il y aura du dégât, clairement. Je vous le dis, moi, de ce que je sais, il y aura du dégât. Il ne veut plus revenir. D'autres équipes seront intéressées, mais il faudra qu'ils se débrouillent pour trouver un accord avec la Roca Team. Et alors, on le remplace par qui, Mike James? Je sais pas. Parce que dans la rotation, on l'a vu, là, voilà, Okobo, Strazel, on fait de très beaux playoffs de Betclic Elite. Lloyd a fait un très bon dernier match. Exactement. On a revu le Jordan Lloyd à l'ancienne, ça fait plaisir. Exactement, ce cœur de champion qui se réveille au meilleur des moments. Est-ce qu'on pourrait envisager l'intégration d'Elie Okobo dans le 5 à la place de Mike James? Oui, bien sûr, il a tout le talent pour. Moi, de toute façon, j'ai aucune peur de partir avec Okobo et Strazel, plus une autre star dans la base arrière. Donc oui, moi, Elie Okobo, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Une autre star, parce qu'il y a Nick Calates aussi, qui était quand même très décevant cette saison, qui ne sera pas là, on imagine, l'année prochaine. Mais voilà, ça veut dire qu'il faut recruter. Derrière, il faut pouvoir renforcer une fois de plus ce backcourt. On a entendu parler des rumeurs Nadir Rifi, qui ne serait pas super chaud d'après les dernières informations. Qu'est-ce que Monaco peut viser, en sachant qu'il y a ce problème de contrat de Mike James? Qu'est-ce que Monaco peut réellement viser? Faudra demander à M. Oleksiy Yefimov. Enfin, moi, j'en sais rien. Je ne bosse pas dans le front office de Monaco. Mais Monaco, avec le budget annoncé qui est de 39 millions, j'ai vu à peu près, peut se payer un très bon joueur. Il n'y a pas besoin d'une superstar, mais un très bon joueur. Après, clairement, on l'a dit, quid du contrat de Mike James, qui est de mémoire, il y a encore 6 millions à lui payer sur les 2 dernières années. Donc, va falloir régler ce problème-là. Pour moi, je pense que la clé, d'abord, c'est de régler ce problème-là et ensuite trouver un remplaçant. Voilà. Ouais, c'est indispensable de toute façon pour pouvoir y voir clair avec les finances. On parle d'Isaiah Cordigné pour arriver ici sur la Roca Team, et ça aussi, ça peut faire un super renfort. J'aimerais beaucoup. C'est un joueur que j'adore, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Très intense, très bon défenseur, versatile, peut jouer sur plusieurs postes. Très bonne personne aussi au demeurant, ça peut aider. Tout à fait. Donc ce serait une très belle signature si c'était le cas. Connexion française avec Okobo. En plus, oui, ce qui est bien avec la Roca Team, c'est qu'il y a des Français qui ont des rôles majeurs dans cette équipe. Ce n'est pas le cas dans toutes les grosses équipes d'Euroleague. Alpha Diallo sera là pour plusieurs saisons. Jaron Blossomgame aussi finit son contrat en 2026. Ça, c'est vraiment les hommes importants sur lesquels il faut pouvoir parler. Je rajouterais Terry Tarpé. Moi, Terry Tarpé, je le laisse aller nulle part. Révélation de cette saison. Oui, tout à fait. Alors, je ne suis pas de la saison où il a joué plus de révélations grâce à Spanulis. Obradovic, je n'utilisais pas du tout. Mais oui, les trois bagarreurs, les trois tontons flingueurs, il faut clairement les garder. C'est le socle de l'équipe pour moi. Et vous parliez potentiellement de ne pas forcément rajouter de superstars. Expliquez-nous,
Est-ce qu'on peut réellement faire sortir Mike James et ne pas, on va dire... Un très bon joueur suffit. C'est pas la peine de ramener un mec à 3 millions. Hein. C'est bon. Un mec à 1,5 million, c'est très bien aussi. Donc, parier sur le collectif, finalement. Ouais, voilà, parier sur le collectif, plus que ça. Voilà, Strazel au Kobo et une très bonne star, ça va très bien. On a parlé de l'intérieur, des intérieurs qui étaient en partance. Il y a aussi un joueur à qui il reste une année de contrat et qu'on n'a plus vu depuis 2 ans à Monaco, c'est Yohan Makoundou. Est-ce que vous oublié, oui, on l'a même oublié. Ouais. Il avait été prêté à Podgorica et puis cette année à Turk Télécom dans le championnat turc. 2 belles saisons en Eurocup pour lui. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être le moment pour Yohan Makoundou? Moi, clairement, il a vraiment explosé. Hein. En Eurocup, il a fait des très très belles saisons. C'est vrai que j'avais totalement oublié Yohan Makoundou. Après, à voir quel rôle, parce qu'il y a du monde. Hein. S'il y a le fameux Mirotic qui a signé, plus Blossom Game, etc., est-ce que c'est intéressant pour lui de venir? Je ne sais pas. Je sais qu'il est convoité, j'ai vu quelques rumeurs notamment comme ça. Du Barcelone, tout à fait, donc il faudra voir si la Roca Team est intéressé pour le récupérer ou le laisser filer chez les Catalans. En parlant de Mirotic, bon coup d'après vous pour de ramener le... Ouais, il a fait une bonne saison encore, il est encore bon. S'il arrive en forme, sans blessure, en très bonne forme, c'est un joueur qui pourra rendre énormément de services. On aura enfin ce fameux catch shooter qui peut écarter les défenses adverses, on l'attend depuis 4 ans à Monaco. Ils ont essayé dans un premier temps avec Peter Corneli, qui n'avait finalement pas trop joué. Cette saison, peut-être vous l'avez oublié aussi. Brown. Furkan Korkmaz. Ça fait non, c'est pas un 4, c'est plus un 3. Qui avait été recruté, mais voilà, pour avoir ce rôle de shooter, oui, peut-être enfin. Et puis bon, ce serait cette superstar, hein, là pour le coup. Voilà, ce serait la superstar, mais du coup, au niveau du jeu intérieur. Mais il y a quand même une difficulté de la part du front office de Monaco, c'est de faire un recrutement avec effet immédiat. On le sait, ils n'ont pas eu cette licence tant convoitée de plusieurs années en Euroleague, aux dépens des clubs de Belgrade et de Dubaï notamment. Il y a toujours chaque année cette pression pour les dirigeants de bien recruter pour pouvoir, une fois de plus, performer. Et ça, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident, ils ont l'habitude, ça fait 4 ans que c'est le cas. On croit que ça changerait. Maintenant, il y a un socle, il y a des joueurs qui sont là depuis un moment, qui connaissent le plus haut niveau, qui ont connu la finale de l'Euroleague. Maintenant, le recrutement a été raté cette saison, il faudra faire un meilleur recrutement la saison prochaine pour que vraiment les choses... pour que comment on dit, la chemistry en anglais se fasse, l'alchimie, voilà. Donc bon, je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Et c'est là où c'est paradoxal, parce que recrutement raté dans l'ensemble et finale d'Euroleague. Donc on se dit quand même, on peut être optimiste pour l'année prochaine. On peut être optimiste, voilà. Les anciens, ils ont fait le taf. Maintenant, ce serait bien de ramener du sang neuf qui, justement, pourra apporter à l'équipe. Eh bien, tout le monde va pouvoir prendre l'air pendant cette période estivale pour pouvoir revenir encore plus fort, comme Vassilis Spanoulis l'avait annoncé. Merci beaucoup, Ali Traoré, d'avoir été avec nous tout au long de cette saison dans cette émission Les Experts Basket. Toujours un plaisir. Je vous souhaite un très bel été et puis on se retrouve l'année prochaine alors. À l'année prochaine. Merci à tous d'avoir suivi Les Experts Basket. Passez une excellente soirée.